Un univers post-apocalyptique, c'est un univers dans lequel l'humain repart de zéro. Parce qu'on peut s'imaginer qu'il y a eu un cataclysme naturel ou alors un cataclysme nucléaire qui était volontaire ou pas, et qui donne une société, qui donne un monde totalement exsangue de technologies, de ressources, de médicaments, et aussi de repères civiques. Il n'y a plus de règles en fait. C'est la survie, c'est le monde animal en fait. C'est le monde animal mais avec des humains qui ont connu la civilisation. C'est ça qui est intéressant. Point zéro, c'est l'histoire d'un jeune adulte qui survit dans un univers sans règles, hostile, et qui est amené régulièrement à sortir de son territoire pour aller dans des zones très dangereuses, afin de survivre, de prendre des médicaments, de la nourriture et les rapporter en fait à sa compagne qui est enceinte. Donc ça lui force à faire des choses très violentes et ça lui en fait payer le prix. C'est-à-dire psychologiquement, mentalement, forcément ça laisse des traces. Et c'est ça qui m'intéressait dans cet univers. Le fait qu'on soit dans un monde comme celui de Point Zéro, donc dans un monde post-apocalyptique où évidemment les codes d'interaction entre les humains sont complètement modifiés, transformés, c'est super intéressant parce que du coup quand tu te positionnes du point de vue de Rachad, c'est pas forcément les mêmes questions qu'on se pose. Effectivement, il n'y a aucun dialogue dans Point Zéro. Je voulais vraiment forcer mes personnages, et surtout mon héros, qui m'intéressait plus que tout, à montrer ce qu'il avait dans le ventre, à montrer ce qu'il devait faire. Tu tapes ou tu te fais taper. Voilà. Tu discutes pas, tu peux pas discuter. Donc t'es pas chez toi, tu es dans un territoire hostile. Tu vas devoir fracasser un type ou te faire fracasser. Voilà. Ce qui m'intéressait aussi beaucoup dans Point Zéro, c'est que Rachad donc, est amené à commettre des actes qui sont, de notre point de vue, jugés comme mauvais ou comme immoraux. Et ce qui était intéressant justement, c'est d'essayer de pouvoir se mettre dans la peau de ce personnage et de le voir de son point de vue et de simplement se rendre compte que pour sa survie, tout est bon à faire pour pouvoir survivre. Et comme un documentaire animalier où l'animal fait ce qu'il a à faire pour vivre et survivre. Et c'est pas à moi de dire ouais mais c'est pas bien parce que tu manges un animal qui est plus petit que toi. C'est pas juste, l'animal il s'en fout, c'est la chaîne alimentaire, c'est comme ça. Il est poussé à commettre ses actes et puis il en subit les conséquences, à savoir tous les sentiments qu'on connaît, la culpabilité, le remords, tout ça. Donc moi en parallèle à ce qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire on voit un héros qui secourt la femme en détresse, faim, voilà, il se retrouve avec la femme, faim. Moi je voulais montrer après le panneau faim en fait, ce qui se passait. On ajoute à ça en plus le fait qu'il ait une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que en allant sur ce territoire, bien évidemment, il n'a pas tué tout le monde, ce qui n'aurait pas été très glorieux non plus. Mais le fait qu'il n'ait pas tué tout le monde, mais qu'il ait tué quelques personnes, qu'il ait volé des choses, on se doute bien que les types de l'autre côté, dans leur territoire, ils commencent à devenir fous et qu'ils vont partir à sa recherche parce qu'il n'est pas si loin que ça, il va à pied, donc eux, ils peuvent très bien le retrouver au bout d'un moment. Donc il est aussi ce côté stressant de se dire un jour ou l'autre ils vont me retrouver, je peux pas rester là très longtemps, ou si je reste là très longtemps, je suis tout seul, j'ai ma femme enceinte, etc. C'est un vrai cauchemar en fait. Lui il sera là où t'as Thomas. Et je cours vers où, je cours vers le champ et tout ça. Voilà, c'est ça. Tu cours, ouais, il faut que tu prennes ce couloir. C'est pas mal, hein. L'usine qu'avait repéré Arthur à Soissons c'était un terrain de jeu. C'est vrai qu'il y avait matière à faire des séquences assez incroyables. Donc c'était une usine que je connaissais depuis que j'étais petit. Et en fait, j'ai articulé pas mal les actions du scénario autour de la connaissance de cet endroit. C'est-à-dire le fait que d'une porte en hauteur, tu puisses voir en bas ce qui se passe et vice-versa, qu'il y ait des perspectives assez longues dans des couloirs avec des portes et des murs cassés. Et après, on a accentué ça, c'est-à-dire qu'à la masse, avec l'équipe déco menée par Rémi Dumas, on a cassé plein de trucs à la masse, tout le monde mettait la main à la pâte. Parce qu'on n'arrive pas sur un décor et on s'installe pas comme ça en disant tiens c'est post-apocalyptique. Donc ça se travaille un minimum. De la même manière que dans les rues de Soissons, il y a tous les passages où Rachad déambule au début et à la fin du film. C'est un travail dont on se rend pas compte immédiatement. On se retrouvait, nous, toute l'équipe dans les rues à retourner des bagnoles, péter du verre avec tout le monde qui nous regardait, qui se demandait ce qu'on était en train de foutre.
Mais voilà, on n'est pas arrivé sur des décors tout cuits, il y avait beaucoup de travail derrière. Le patinage aussi des décors, c'est le fait de les salir, de leur donner une salissure, mais qui attire l'œil ou justement le repousse selon ce que tu veux que le spectateur regarde dans le cadre. À aller prendre des déchets à la déchetterie, à les mettre partout, des tôles, des bouts de cagettes, les lits de l'infirmerie qui étaient des vieux chariots qu'ils ont hissés à la corde par les fenêtres parce qu'il n'y a pas d'escalier, c'était cassé. Ils ont construit une passerelle aussi avec des planches, ils l'ont vraiment construite. Il y a eu vraiment un gros travail en amont de préparation, décors et costumes pour essayer de créer quelque chose de crédible parce qu'il faut savoir, c'est qu'un film d'anticipation, si tu commences à avoir des costumes moyens, des décors moyens, on va se payer ta tête. Ça va faire le charlot qui fait son film Z avec ses potes qui se tapent dessus en faisant du karaté. C'est foutu, quoi. Tu passes complètement à côté de ton projet. Donc voilà, ça a été beaucoup de travail en amont qui a été fait de manière à ce que le film soit optimisé à ce niveau-là. Ça me va, ce qu'il faudra juste c'est couper ce qui vient jusque là, comme s'il y avait un... Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ce genre de choses là. Il y en a eu des difficultés parce que le décor était pas facile. Quand on est dans une usine désaffectée ou un entrepôt, je sais plus exactement, qui était probablement rempli d'amiante et de choses pas très claires à respirer. Donc ça n'a pas été facile parce que pendant 4 jours, on a respiré un merdier pas possible. Mais ça a donné des choses aussi positives. La poussière justement, par exemple, c'était absolument pas prévu, mais lors de la scène de combat principale entre Hala et Ben, ça a rajouté quelque chose que j'aimais beaucoup, c'est-à-dire que quand ils se roulent par terre, ils se tapent dessus, et la poussière qui s'élève, ça donne un côté encore plus chaotique, un peu plus bordélique, et je trouvais que c'était très positif. Ouais. Comme ça, on voit pas le... Ouais, c'est une bonne idée. C'est ce qu'ils font en temps normal. Alors là, c'est quelqu'un que je connais depuis 2004. Il avait joué le rôle d'un délinquant dans mon court-métrage Jour après jour. Donc j'étais très content de l'avoir sur le tournage et après on est devenus amis. Ouais, alors en fait, c'était un gros hasard. Justement, j'étais avec des potes cascadeurs qui travaillaient sur Jour après jour avec Arthur. Et donc je les ai accompagnés un jour. Par chance pour moi, il manquait un cascadeur ce jour-là. Pour les biens de la répétition, Arthur avait besoin que quelqu'un le remplace. Et donc j'étais là, je l'ai fait sans trop espérer de faire le film. Ça me faisait marrer d'être là parce que je savais que j'avais rien à faire là en fait. On a eu un feeling avec Arthur et donc ça m'a permis de faire le film. Et du coup, on s'est connus comme ça. J'ai tourné sur Jour après jour comme l'un des agresseurs et c'était très chouette. C'était l'une de mes premières expériences de tournage. Par chance, pour moi, c'est quelque chose c'était un luxe, c'était de pouvoir commencer à se préparer sur ce film très longtemps avant le tournage. Donc on en parlait avec Arthur pendant au moins 1 an. On s'est rendu sur les lieux du tournage et avec sa caméra numérique, on a pu faire un itinéraire en se mettant en condition et ça me permettait moi d'avoir une image des lieux et de pouvoir y repenser par la suite. Tout comme Rachad, on s'imagine que Rachad est déjà venu à cet endroit-là puisqu'il a cette carte et donc du coup il sait exactement où il doit aller directement. Donc pendant 1 an, on a pas mal parlé de ce personnage, on a pas mal questionné tous ses comportements, ses choix et on l'a pas mal répété aussi. C'est le même effet. Il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que tu pourrais reprendre ta position, s'il te plaît, Pauline? Le mouvement au début, vraiment sur le plan large. Je vais faire tous les fils du nez. Ok, alors on passe là. Alors il y a pas mal d'éléments qui étaient importants de prendre, de tenir en compte dans la préparation de Rachad, c'est que déjà il n'y a pas de dialogue, donc tout passe par le corps. Et donc comment communiquer avec le corps, c'était l'inspiration animale. Voûter, plier en deux pour pouvoir rester très bas, comme les félins le font, pour éviter de diffuser les odeurs, etc. Et pour les retrouvailles avec la compagne, jouée par Pauline, on s'était dit que c'était important avec Arthur justement de respecter le langage animal. J'ai voulu que ce soit des retrouvailles vraiment fortes, mais sans « tu m'as manqué, je t'aime, c'était insupportable sans toi, j'ai pensé à toi quand je lui éclatais la tête à coups de pierre ». Voilà, pour moi, c'était un peu ridicule, donc pareil, pas de dialogue. Où c'est le toucher, c'est l'odorat, c'est le museau, ce qui rend, je trouve, la scène beaucoup plus touchante et en tout cas plus intéressante à jouer parce que c'est un autre langage et il fallait se débrouiller avec ça.
Et là, j'ai vraiment pas le souvenir d'avoir fait de concession, parce qu'on avait vraiment préparé le terrain avant et que Arthur m'avait vraiment conditionné sur sa vision, la vision qu'il avait de ce monde-là, et du personnage, et de ses intentions, de ses objectifs à chaque instant. Donc du coup, c'est très clair, quoi. Il suffisait juste d'attaquer. Et une fois sur place, dans le luxe, c'était le fait de pouvoir aller plus loin que ce qu'on avait déjà. À là devant, où tu fais une entrée de champ à voir. J'ai rencontré Arthur quelques années avant Point Zéro et quand il m'a proposé de faire la photo de son film, qui était un film de genre post-apocalyptique, bon, c'est tout ce que j'adore en général, franchement je pouvais pas dire non, c'était super sympa de repartir avec une équipe qu'on connaît sur une nouvelle aventure. Comme j'avais écrit le scénario sous forme de journal de bord d'un personnage dans le futur, je m'étais dit, pour moi, ça doit faire penser à un reportage, une sorte de documentaire. Je m'étais dit déjà, je le suivrai beaucoup et on ne verra que ce que le personnage principal verra. On verra rien d'autre. Donc pour moi, logiquement, j'ai eu envie de faire de la caméra épaule, mais je donnais, comme à l'époque de Jour après jour, mon premier court-métrage, je donnais comme indication à Sébastien, ou quand le peu que j'ai cadré, moi, c'était que ça devait pas se sentir que c'était la caméra épaule. C'est-à-dire que je ne voulais pas aller dans la direction shaky cam où on fait exprès de bouger la caméra pour faire le côté chaotique d'une situation violente. Action! Un petit peu en bas. Ok, retourne sur là. Et là, Donc je suis parti sur cette direction et aussi la direction de peu découper le film. Et c'est vrai que sur la fin du film, Arthur est parti sur un trip encore plus minimaliste, à savoir on pose la caméra, on reste à côté du comédien et on le filme tant que ça se déroule, tant qu'il a quelque chose à se donner, tant que l'émotion est là. Voilà, il y en a qui se demandaient certainement pourquoi ça durait aussi longtemps. Et au final, voilà, ça dure aussi longtemps parce qu'il le fallait, parce que le plan séquence, il a son impact sur la fin par rapport à la violence qui a précédé. Et tout à coup, de rester seul face à un personnage avec un extrême minimum de plans, on prend beaucoup plus le temps de le contempler. En tout cas, voilà, ma volonté, ce que j'avais en tête, c'est que je m'étais dit que ça allait coller au plus près à la véracité du propos, qui est de laissons vivre ce personnage, voyons comment il vit dans un univers comme celui de Point Zéro, sans trop faire de la poudre aux yeux avec la mise en scène. J'aimerais bien que celui-là il puisse être pris en intégralité, en plan large, mais surtout dans un plan rapproché, tu sais, qui passe de l'un à l'autre en fait. Oui, d'accord. Okay. Dès le début, Arthur avait une vision très précise du film visuellement. Moi, bien sûr, mon travail c'était de rendre au mieux cette vision-là. Et voilà, il fallait travailler donc les textures déjà de l'image. Pour ça, j'ai fait des tests avec différents filtres. Et puis, je me suis rendu compte que le mieux pour ajouter une petite texture dans les hautes lumières, c'était de partir avec un collant, tout simplement collé au cul de l'optique. En termes de projecteurs, on n'avait pas énormément de lumière, on avait quelques 6 kg pour essayer de donner un coup de soleil quand il y en avait besoin à ce hangar désaffecté. Heureusement, il a fait beau, il a même fait très chaud. Donc on a pu profiter de la lumière naturelle au maximum, trouver les bons axes en fonction. Ça, c'était sympa aussi de bosser avec Arthur et de dire non, si on se met dans tel axe, on n'exploite pas la lumière comme il faut. Donc là, c'est vraiment un travail de photo presque minimaliste, mais le plus important, où on n'est pas en train de sortir 10 000 projecteurs pour peaufiner une lumière. On est en train de faire avec ce que la nature nous donne. Et quelque part, ça va dans le sens de la nature, justement, de Point Zéro. Ouais, j'ai fait tout ça pour rien, je débarque, elle est pas là, je sais pas. Elle est partie avec ses copines. Ah bah tu peux pas faire. Quand on a travaillé sur la lumière du film avec Sébastien, donc on avait fait un choix de teintes. Voilà, on tapait dans le délavé, on voulait donner l'impression d'un soleil un peu malade, d'un soleil qui rayonne mais on imagine trop de vitamine D pour le coup. Sébastien m'avait dit, du coup on va essayer d'éviter aussi certaines teintes, dont le bleu je me souviens. Voilà, pour les costumes, on s'était inspiré beaucoup des costumes du film Cyborg. Toutes les teintes des costumes se devaient d'être ternes, brunes, beige, noires, vert kaki très très sombre. Bah voilà. Ouais. Alors, je sais pas, j'ai mis les trucs à l'intérieur. T'en penses? moi je préfère à l'extérieur. D'accord. C'est pourquoi je les ai mis à l'intérieur? Non, faut pas que ça se soulève et qu'on voit tes poteaux super. À part la caméra, on avait aussi un peu de machinerie. On avait vu avec notre chef machinot, Alexandre Chaplard, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour
qui pourrait convenir sur ce terrain accidenté, difficile, où on pourrait aller vite. Arthur voulait toujours un cadre à l'épaule, donc je suis resté à l'épaule. Et Alex nous a proposé une dolly tout-terrain, avec des roues pneumatiques. Ça nous a permis de courir dans tous les sens. J'aurais jamais pu marcher à reculons avec la caméra sur l'épaule, vu les scènes de course-poursuite qu'il y a. Et voilà, donc un tournage rude à ce niveau-là, mais pareil, c'était un véritable bonheur en ce qui me concerne, en tout cas, de voir les plans se créer et aller dans la direction que je voulais.